Laissez Martin et Louis-Pierre aller tranquillement. Voilà. Merci. Je croyais que je concluais seul. Mais non, raté. Nous sommes deux, mais je te laisse parler en premier. Moi, j'ai appris essentiellement 4 très grands messages. Le premier, c'est qu'apprendre à distance, c'est pas simple. Et on a revu un certain nombre d'expériences là-dessus. Le deuxième, c'est l'importance de l'exploitation des retours d'expérience, qui va probablement être une des cœurs d'activité de notre métier de knowledge management. Penser les outils du KM un petit peu différemment aussi, et finalement repenser l'organisation. Donc, je sais pas, tu as peut-être une autre structure? Ah, moi, j'ai autre chose, bien sûr. Moi, j'ai vraiment vu, c'était l'intérêt qu'il y avait à anticiper en avant et que ceux qui avaient créé des bases de connaissances, qui avaient un programme de knowledge management avant les crises, s'en sortaient beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas eu. J'ai fait d'autres interviews dans ma vie professionnelle depuis 6 mois et c'est la conclusion auxquelles j'en suis venu. Et ce que je vois en tout cas, ce qui m'a frappé, c'était la notion aussi de classement. Car pour trouver de l'information critique au moment où on en a besoin, on ne peut pas se permettre d'avoir une espèce de fourre-tout où on aurait mis plein de documents et puis le search va essayer de vous trouver la bonne pépite. Si on n'a pas effectivement classé avant avec des plans de classement pour retrouver l'information au bon moment, eh bien, on est mal parti dans un cas de crise où les gens sont pressés, ils veulent avoir de l'information de manière très efficace. Là, ce que j'ai bien aimé aussi de la part du général, c'est la remise en cause permanente. On n'est pas dans le business as usual. L'armée, effectivement, si elle ne s'adapte pas, elle meurt. Beaucoup d'entreprises se disent, ou bien beaucoup de managers se disent, bof, ça continue toujours, on a nos vaches à lait, et pourquoi changer? Et on se rend compte que l'organe apprenante, c'est celle qui prend le risque de changer tout le temps parce qu'elle sait qu'elle est en remise en cause permanente et qu'elle va pouvoir peut-être mourir, effectivement, en tant qu'entreprise si jamais elle ne le fait pas. Et je finirai par le feedback. J'ai bien aimé la dynamique du feedback comme nouvelle façon d'apprendre. Et c'est vrai, je donne aussi des formations en ligne. Et je me rends compte que quand on est les étudiants à distance, l'interaction, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est le feedback qu'on donne aux élèves. Et ça se travaille. Et c'est vrai que le pédagogue de demain, c'est celui qui sera mélangé, le présentiel et le distanciel, qui pourra avoir un cours qui va intéresser les élèves et qui pourra les faire progresser. Mmh. Autre chose? Bon, moi j'ai plein de choses. Effectivement, je rebondis un peu sur ce que tu disais sur l'explicitation, ça m'a beaucoup marqué aussi. L'idée que dans période de crise, dans un monde qui est mobile, inconcevable, tirer les leçons du passé et s'adapter rapidement, c'est absolument essentiel, et que ça passe par une structuration beaucoup plus forte et une intensité beaucoup plus forte du processus de retour d'expérience, enfin RETEX ou REX, par la collecte, par la mesure corrective, par l'évaluation, par l'expérimentation, par la revue par les pairs, et que tout ça, ça doit aller très vite, et que ça doit être explicité de façon précise aussi, parce que il faut que ce soit très vite compris, donc par des comptes rendus, par la facilité d'accès, par l'explicitation par l'image, l'explicitation par le graphique, le rafraîchissement, il faut que ça soit rafraîchi très vite, parce qu'il n'y a plus qu'un seul point d'accès pour de l'information, on n'a plus le temps de discuter. Les forums de questions-réponses qui deviennent finalement des articles de wiki très rapidement. Et finalement, ça met une pression beaucoup plus forte sur la création des bases de connaissances et sur la qualité de ces bases de connaissances. Voilà. Et il y a encore 2 niveaux, parce que le niveau numéro 1, qui est le niveau boucle courte, effectivement, ça peut être traité par de la discussion, par des communautés et par des bonnes pratiques. Mais l'exploitation en boucle longue, qui est sur plusieurs domaines et qui demande des mesures correctrices complexes, va s'appuyer sur un changement d'organisation, sur le Care Group, par exemple, de Pierre Goiran, ou la direction de la transformation qui a été évoquée précédemment. C'est-à-dire des groupes qui repensent l'organisation de façon beaucoup plus profonde. C'est vrai, mais si je rebondis sur l'histoire effectivement de transformation, ce que Pierre nous apprend, c'est pas seulement une direction centrale qui dit les gars, vous allez transformer, c'est qu'il faut impliquer dans cette transformation des gens et leur donner du temps, donc ce fameux nouveau job, où qu'ils puissent être en étant volontaires, être acteurs de la transformation dans tous les étages de l'entreprise. C'est pas juste
allez-y les petits gars, vous allez transformer. Donc c'est un travail de fond. Il faut avoir le courage de se dire, je délègue la transformation à des gens qui vont, de leur côté, en groupe autonome, indépendant de la structure hiérarchique, proposer des changements et avoir, comme il disait, l'accès au PDG qui, lui, est le sponsor du système de transformation pour dire c'est bon, je vous couvre et allez-y. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, c'est ce Care Group, parce que au livre de Kotter qui s'appelle Accelerate et qui parle de la gestion du changement dans les entreprises et qui évoque finalement un peu la même idée qu'il faut que ce soit les porteurs de cette transformation soient des groupes très interdisciplinaires, intégrés dans l'organisation, mais séparés de la ligne hiérarchique, reportant directement au PDG et ayant une capacité d'expérimentation, une capacité d'innovation, surtout d'expérimentation d'ailleurs, qui permet de mettre en place un changement profond et qui n'est possible finalement que lorsqu'il y a des crises, parce que finalement, s'il n'y a pas de crise, il y a des rentes, et s'il y a des rentes de situation, on ne bouge pas. C'est affreux d'ailleurs. Donc ça nous donne beaucoup d'espoir, ça, pour le KM. Absolument. Il n'y a plus de rente. Yes. Alors, toujours en électron libre, durant la séance, on a beaucoup parlé des communautés. Plusieurs intervenants ont cité les communautés comme étant un moyen, un véhicule de transformation et justement de partage de l'information critique dans les mois qui se sont précédés, que grâce à leur communauté, des choses qui ont eu lieu dans certains pays qui ont été en avance, par exemple en Chine, ont pu percoler à d'autres pays pour qu'on soit au courant rapidement et que les bonnes pratiques qui ont été, disons, découvertes et mises en œuvre dans un pays soient aussi utilisées ailleurs. Donc là encore, on voit que la notion de groupe non hiérarchique, transverse, autonome, a vraiment du sens d'une entreprise pour favoriser cet échange qui n'aurait pas lieu si on était plutôt dans un mode hiérarchique. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler de ce qui se passait aujourd'hui, on a dit finalement travail à distance, c'est très déshumanisant. Effectivement, c'est très facile à faire c'est possible lorsque tout est pré-processé, si on veut. On a des tâches à faire et qu'elles sont inscrites dans un planning. Dès lors qu'il faut de l'interaction, dès lors qu'il faut de l'échange, du social, parce qu'on invente des choses, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire, ça devient extrêmement compliqué. Et on le voit d'ailleurs il y a beaucoup de rapports qui montrent que le travail à distance chez les jeunes, c'est une catastrophe, parce qu'ils ont encore plus besoin de liens sociaux que nous autres. Donc, d'où l'idée de ce qu'évoquait Anis, c'est qu'on n'arrivera jamais à faire du 100% à distance et qu'il faudra faire de l'hybride, donc avoir des moments forts de campus, des moments forts de rencontres où les gens se rencontrent et socialisent. Et je vois la communauté comme une espèce d'intermédiaire entre les deux. C'est vraiment le lien social qui s'établit et qui peut s'établir néanmoins par le biais des outils de collaboration et qui permet finalement de bâtir quand même des relations de confiance. Et ces relations de confiance sont nécessairement un petit peu en dehors de la hiérarchie, effectivement. Donc et d'ailleurs c'est un des exemples qui a été cité, hein, le développement des communautés chez Framatome, que j'ai moi-même j'en ai fait l'expérience il y a peu de temps, c'est que le fait d'être au sein d'une communauté et de poser une question et d'avoir 50 réponses qui arrivent dans la demi-heure, c'est un lien social. C'est un lien social qui vous donne confiance en l'avenir. Donc les communautés, effectivement, sont peut-être un petit élément de réponse à la crise que nous vivons. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme sujet Parce qu'il y a plein de sujets, en fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les outils. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus besoin de précision sur le fonctionnement des outils que précédemment. On pouvait se contenter il y a quelques années d'un couteau suisse qui fait un peu de tout, qui fait à la fois, je sais pas, par exemple, si on regarde ce qu'on est en train de vivre, par exemple, un système de conférence. Précédemment, on s'est dit, mais Skype, ça suffit. Un système de visualisation d'images, ça doit suffire. Or, si on fait véritablement des conférences qui ont pour objectif de capter l'attention des gens à distance, il faut qu'on ait des outils qui soient beaucoup plus adaptés à l'expérience de la conférence en ligne. Et c'est vrai pour les conférences, mais c'est vrai aussi pour les communautés. Par exemple, l'outil de base consiste à dire on partage des documents. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, autre chose. Ça fait partie. Il y a une petite vidéo qui se met sur la tablette de Martin, c'est génial. Non, je sais pas ce que
Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, les outils, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'outils de communauté qui sont très spécifiquement dédiés aux communautés d'anciens, par exemple. Les anciens d'une école, les anciens d'une organisation, eh bien, ont une façon de travailler, une façon d'interagir qui leur est particulière, qui n'est pas pareille que toutes les autres communautés. Et on s'aperçoit donc que les outils que nous avons deviennent de plus en plus associés à des expériences très particulières. Alors, si je peux revenir sur les outils, justement, et ça me fait penser à ça, je pensais aussi aux profs, c'est outils et usages, parce que s'il y a des outils, il faut savoir s'en servir. On a très bien vu, nous, pour cette conférence ce matin, on a préparé ça depuis plusieurs jours. Il a fallu ajuster en fonction des différents outils que l'on avait, bâtir des scénarios d'une animation, d'un webinaire en ligne, d'une conférence en ligne qui était un peu différent d'une conférence présentielle. Et lorsqu'on anime un cours, on anime un groupe, on anime une communauté, si on ne maîtrise pas l'outil ou les outils qu'on a devant soi pour pouvoir effectivement avoir une expérience utilisateur effectivement en face, eh bien on est perdu. Je vois très bien, au début du confinement, je mettais mes slides, moi, mais je voyais des profs de mes enfants mettre les slides en ligne et puis parler derrière les slides. Et maintenant, c'est plus interactif, il y a des vidéos, il peut y avoir des espèces de brainstorming avec eux, de l'interactif pour que les élèves soient plus impliqués dedans. Et une communauté à distance, c'est pareil. Le fait entre animer un groupe et se voir tous les mois dans un restaurant pour une communauté présentielle et animer une communauté à distance, c'est un autre mode de fonctionnement. Donc ça demande des compétences très très différentes que l'on acquiert effectivement. Dans ce même ordre d'idée, il y a quelque chose qui a été souligné sur l'organisation, réinventer l'organisation, sur le thème qu'il fallait plus de référents et d'intermédiaires. Donc des mentors, des facilitateurs, des gens qui s'occupent, qui servent un peu de carrefour de l'information, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, à distance, on a beaucoup plus de difficultés ou beaucoup plus d'obligations plutôt que de difficultés à être très précis sur ce qu'on raconte. Et donc, ces référents et ces intermédiaires jouent un rôle de plus en plus important et on peut trouver que l'animateur de la communauté fait partie de ces mondes-là. 3, ça veut dire 3 minutes? 3 minutes, oui. Bon. Et on parlait beaucoup de système KM, c'était un des grands sujets, mais le système KM ne marche pas tout seul. Et j'ai bien aimé ce qui a été explicité pour Keoli. Le système KM alimente le système qualité. Le système qualité a besoin d'input et le système KM, avec ses retours d'expérience, ses échanges, cette mise à jour, permet que le système qualité, lui, s'améliore complètement, de la même manière que l'armée, avec ses RATEX, améliore sa doctrine. Le REX et le KM, et qui après alimente le mode de fonctionnement, système qualité pour l'entreprise, et dans le cas de l'armée, c'est la doctrine par exemple. Donc en fin de compte, nous servons en fin de compte à alimenter l'entreprise, et le KM n'est pas juste quelque chose un peu sur un côté qui est un machin en plus en fait. Ah non, nous sommes au centre, on vit une époque formidable, l'économie de la connaissance est en plein boom. Voilà. Et finalement, la transformation qu'on vit actuellement... et c'est un vrai job. C'est un vrai job. Donc, rejoignez-nous chez Copain, c'est ça? Voilà, absolument. Merci, merci Martin, merci Louis-Pierre. Merci à l'ensemble de nos intervenants d'avoir accepté ce mode à distance. C'est vrai qu'on s'était, à un moment, on a cru qu'on serait mixte, distance et présentiel quand même, pouvoir un peu recevoir du monde sur notre campus, mais ça n'a pas été possible. Merci aussi pour l'ensemble des questions. Alors, j'avoue qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Nous allons voir comment, parce qu'il y avait encore des très belles questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Et comme le disait Nathalie, j'espère fortement, mais personne ne sait, que l'année prochaine, nous pourrons vous recevoir sur notre prochain campus, puisque Schema déménage en janvier 2021 Saint-Quay-de-Suresnes et que normalement on aura des nouveaux espaces, des beaux espaces pour vous recevoir et dans un mode collaboratif. Merci à tous. Merci beaucoup à tous.